Je me connecte pour faire des recherches, pour faire mes papiers, pour répondre à des besoins administratifs et autres. Je constate qu'avec l'avènement des e-services, tout va vite. Pour les avantages, je dirais qu'il y a la rapidité des paiements et puis il y a une certaine traçabilité dans tout le système. Il fut un temps où l'administration rimait avec attente. Un temps où les démarches simples devenaient des parcours du combattant. Un temps où le papier était roi et le citoyen un sujet patient. Avant, il faut voyager sur Porte-Nouveau. Et arriver là-bas, tu passes de bureau en bureau, tu peux faire au moins 3 à 4 déplacements. Or, c'est des déplacements à risque. Tu vas quitter Zayando pour aller à Porte-Nouveau. Avec l'avènement des centres communaux de services publics, vraiment, ça nous allège profondément la tâche et nous sommes vraiment contents. Par rapport au traitement de nos courriers, grâce à l'action de l'État, je peux être en France, aux États-Unis, je vais recevoir les courriers directement, les traiter, réagir, signer, les envoyer en un temps record sans que je ne bloque le fonctionnement de l'administration. C'est une avancée terrible. Mais cette efficacité ne peut être un privilège urbain. Pour que la transformation soit totale, elle ne doit laisser personne de côté. L'accès à l'Internet se généralise avec une couverture nationale par fibre optique jamais égalée, permettant à la digitalisation de construire des ponts vers les zones les plus reculées, là où l'État semblait parfois lointain. Zéro marginalisation, 100% équité. PNC, c'est point numérique communautaire de Nati-Tengou. Le gouvernement a mis en place le matériel informatique pour les permettant d'avoir accès plus facilement à la connexion. On a l'heure à 150 et 3 heures à 300 et 10 heures à 700 francs. Du nord au sud, comme ici dans la Takora, le service se déploie lentement, mais sûrement. Au niveau donc de la Takora aujourd'hui, à part la direction départementale du travail qui abrite donc le GCRU, il y a Pionco, la commune de Pionco, qui également abrite un CCSP qui donne les mêmes informations aux usagers, les mêmes prestations. Condé est en cours d'installation, Tangueta déjà installé et Materi également déjà installé. Nous avons un usager qui est là pour demander son acte de reclassement en B. Voilà le numéro matricule qui est déjà marqué. Donc nous allons au niveau donc la recherche. Le nom est là, Mahamadou Amidou. Donc c'est les informations liées à l'intéressé. Voilà les différents actes qu'il a. Mais l'acte qu'il cherche maintenant n'est pas encore mis en ligne. Puisque ce n'est pas mis en ligne, nous faisons une requête au niveau de la coordination qui nous fait le retour instantanément. Donc pour nous envoyer l'acte en PDF. Donc et l'usager peut donc entrer en possession de son acte si c'était déjà disponible. Donc si l'usager veut, nous l'envoyons le PDF dans son WhatsApp et il va tirer juste. S'il ne peut pas le faire, il revient et ici nous tirons, nous lui remettons ça sur papier. Donc et tout ça là c'est gratuit. Au cœur des ministères et des mairies, la révolution est la même. Fini les parapheurs qui s'empilent, les dossiers qui se perdent. La circulation de l'information s'accélère. Plus de fluidité, moins de blocage. À la mairie de Cotonou, nous avons 3 points d'entrée des courriers. Il y en a une qui est au niveau du courrier central, une au niveau de la personne responsable des marchés publics et une qui est au niveau du secrétariat particulier du maire. Voici les 3 points d'entrée du courrier et tous ces courriers sont numérisés et intégrés dans le parapheur numérique de la mairie de Cotonou, ce qui permet aux différentes autorités de prendre, d'abord d'avoir une vue de tous les courriers entrants et de pouvoir maintenant faire les différentes affectations.
la mairie est dans la GEC, il y a plusieurs ministères qui sont dans la GEC. Lorsque des courriers sont préparés, nous faisons de ce qu'on appelle de la transmission GEC à GEC. D'accord? Je veux transmettre un dossier au ministère du numérique. Je n'ai pas besoin de faire le circuit habituel. Dès que c'est signé par l'autorité compétente ici, on envoie, on fait juste un clic et ça va directement, ça tombe dans la GEC du ministère du numérique, de n'importe quelle instance, si c'est la CIN, n'importe quelle instance qui dispose de la GEC. Donc ce qui raccourcit énormément les délais de traitement, de transmission, etc. Les avantages, ils sont nombreux. C'est d'abord l'amélioration de la traçabilité du suivi des courriers. Désormais, chaque courrier entrant, sortant ou interne est répertorié électroniquement et il devient possible de suivre en temps réel l'acheminement et le traitement du courrier. Aussi, l'avantage de l'archivage numérique, parce qu'à partir du moment où le document a été dématérialisé, donc c'est automatiquement archivé, d'accord? Et il y a également la sécurité, donc le risque de perte est quasi nul. Bâtir, construire, aménager. Autrefois, un labyrinthe de papier. Le permis de construire, symbole de la complexité administrative, connaît son choc de simplification. Pour obtenir le permis de construire, il faut forcément faire recours à un architecte. Donc, c'est les architectes qui sont les premiers acteurs de la plateforme. Donc, c'est eux qui envoient les demandes. La plateforme aujourd'hui nous permet de bien tracer les dossiers. Quand est-ce que c'est arrivé, on sait. Quand est-ce que c'est étudié, on le sait également. Quand est-ce que ça a été délivré également, on le sait. Avant la dématérialisation, les dossiers venaient, mais ne sont pas traités avec célérité. Et les permis ne se délivraient pas non plus comme ça parce que ça doit passer dans un parapheur, recueillir les paraphes de supérieur jusqu'à aller à la signature, ce qui peut prendre banalement un mois. Mais avec la dématérialisation, la statistique aujourd'hui montre qu'on tourne autour de 250 permis par année. Et alors qu'avant, c'est au plus 100 permis par an. Voilà. Et le paiement aujourd'hui est plus fluidifié parce qu'avant, il faut prendre l'ordre de paiement, aller à la recette perception, aller payer et revenir avec la quittance. Or, aujourd'hui, vous êtes sur la plateforme, vous faites le paiement en même temps et puis vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Même de l'extérieur, vous faites votre demande en ligne. L'efficacité pour le citoyen s'accompagne d'une nouvelle efficacité pour l'État. La transparence devient la norme, la corruption un obstacle. Sur la route comme au bureau. Bien la tonalité. Vous avez bien la tonalité. À partir de novembre 2023, la sécurité routière, surtout le domaine de la sécurité routière, est rentré donc dans ce système de dématérialisation. Le gouvernement a mis à la disposition de la police républicaine 500 lecteurs sécurité, 500 caméras piétons et un nombre important également donc de radars. Près de 70 radars sont à la disposition actuellement donc de la police républicaine. Lorsque un usager enfreint donc, au code de la route, pour payer l'amende correspondant à l'infraction, c'est avec les lecteurs sécurité que les policiers ils procèdent au paiement. Des cinémomètres qui sont des radars automatisés et qui permettent donc de flasher les véhicules à 4 roues. Et le policier qui détient l'appareil et qui flash. Dès qu'il constate un excès de vitesse, il flash. Les caméras filment l'environnement, filment tout ce qui se passe. Donc s'il y a des négociations qui se font, s'il y a des transactions qui se font entre les usagers, ça nous permet donc d'interpeller le policier. C'est une avancée
vraiment significative. L'argent ne prend pas l'argent. Et c'est ça l'utilité de la dématérialisation. L'argent n'est plus, le policier n'est plus aujourd'hui en contact avec l'argent. Et ce voyez, c'est par Momo. Et cela va dans les caisses du trésor. Pour les visites techniques, il faut faire le paiement en ligne. Pour avoir la vignette, il faut le paiement en ligne. Pour l'assurance de la voiture, il faut le paiement en ligne. Donc, tout tourne autour maintenant des paiements en ligne. Et encore pour les contraventions des véhicules, il faut payer vos contraventions en ligne. Au départ, moi, je pensais qu'il y aura beaucoup d'arnaques, mais franchement, ça marche parfaitement bien. Cette nouvelle accessibilité touche aussi au cœur du voyage et de l'identité. Fini les attentes interminables pour un document utile. Le passeport, autrefois parcours d'obstacles, devient une procédure maîtrisée. La dématérialisation des procédures d'obtention des titres de voyage et de séjour à la direction de l'immigration et de l'immigration a commencé depuis 2016. Ce qui nous a permis d'avoir en 2018 la plateforme de demande de visa. Les visas sont donc obtenus en ligne avec un paiement électronique. Le passeport, j'ai payé en ligne, j'ai tout fait en ligne. Et une fois que je me suis rendu sur place, c'est juste pour faire les empreintes. Et c'est vite fait quand même. Ça s'est bien passé. Et là-bas, quand même, ils m'ont bien accueilli. Si le citoyen se retrouve dans une certaine urgence, nous lui recommandons d'emprunter la procédure urgent VIP, qui lui offre un rendez-vous instantané. Donc, dès qu'il obtient ce rendez-vous instantané, si c'est un jour ouvrable, il peut se présenter immédiatement à la direction de l'immigration et de l'immigration. Mais si c'est un dimanche, il se présentera dès le lundi à la direction de l'immigration et de l'immigration. Aujourd'hui, avec le système mis à la disposition de la direction de l'immigration et de l'immigration, nous pouvons émettre en moyenne 550 passeports par jour. C'est vrai que la demande n'est pas aussi forte du côté des titres de séjour, mais nous pouvons émettre en moyenne 300 cartes de résident et visas. Mais la transformation la plus profonde se joue sur le terrain de l'économie. Assainir les finances publiques, simplifier la vie des entreprises et sécuriser les recettes de l'État, parfois en partant d'un constat sidérant. Tout a commencé, je dirais, en 2016, avec une campagne nationale que nous avons faite pour lutter contre les illégaux qui déposent des états financiers, mais qui ne sont pas membres de l'ordre des experts comptables du Bénin. La même campagne a été répétée en 2017, c'était sous ma présidence, et nous avons eu à constater que même nos confrères décédés continuaient de déposer des états financiers au guichet de l'administration fiscale. Ça a été un déclic au niveau de l'administration fiscale. Et dans son projet de dématérialisation et de digitalisation, elle nous a associés. Et cela a débouché sur la grande réforme des dépôts en ligne et des déclarations en ligne. C'est ainsi que, pour déposer les états financiers au niveau des guichets de l'administration fiscale, depuis 2020, il faut avoir un code. Le code est attribué à chaque expert comptable, mais également à chaque comptable d'entreprise chargé de déposer les états financiers de son entreprise. Quand je prends par exemple la plateforme des impôts, e-service.impôt.bj, c'est une plateforme qui nous permet aujourd'hui de gagner du temps. Donc le premier avantage, c'est le gain de temps que nous avons, car en ligne directement, nous pouvons faire nos déclarations,
nous pouvons faire les télépaiements et nous n'avons plus besoin de nous déplacer vers les services des impôts. Mais également, nous n'avons plus besoin de faire les longues files d'attente. Aujourd'hui, vous demandez votre attestation fiscale quand vous avez un marché et en 24 heures maximum, vous avez, quand tout est OK, quand vous avez tout payé. Au-delà de ça, je peux parler de transparence parce que c'est vrai quand même qu'aujourd'hui, nous avons un autre outil très important qui est l'identification fiscale unique qui permet la traçabilité des informations pour les entreprises et pour les personnes privées également. En dehors de ces réformes de e-service, nous pouvons évoquer la réforme des factures normalisées. Et il faut préciser là-dessus que le Bénin est l'un des tout premiers pays de la sous-région ouest africaine à avoir implémenté cette réforme dont l'objectif est d'élargir l'assiette fiscale et d'améliorer les recettes fiscales du même coup. Au début, on ne comprenait pas vraiment tout ça, mais il y a la foire aux questions et l'assistance que le service des impôts a bien voulu mettre en place pour nous accompagner, ce qui fait que oui, nous avons des préoccupations parfois. Parfois, il y a des marges d'erreur, mais comme nous avons l'assistance nécessaire pour nous accompagner, c'est déjà très bien. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Là où les fraudes et les lourdeurs freinaient l'économie, la digitalisation libère les énergies et change l'échelle des finances publiques. En 2016, on était autour de 381 milliards de mobilisation. Aujourd'hui, en 2025, sinon peut-être comme on n'a pas encore les chiffres de 2025 définitifs, mais quand on s'arrête au 31 décembre 2024, nos recettes se sont multipliées pratiquement par 3. Donc de 381 milliards, nous sommes aujourd'hui à près de 1156 milliards de réalisation. Alors, les recettes ont augmenté, mais ce n'est pas les mêmes contribuables qui ont continué par payer les impôts. Nous avons également évolué. En 2016, on était autour de 18 000 contribuables actifs dans nos bases de données. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 24 000 contribuables. Pour les finances publiques, c'est donc le relèvement des ressources, leur sécurisation, mais en même temps la sécurisation du budget national. Parce qu'une chose est de déclarer à l'Assemblée que nous allons mobiliser 3 000 milliards, mais pour les mobiliser concrètement, il faut des assiettes sécurisées, il faut des bases sécurisées de collecte de ces ressources. Et naturellement, la dématérialisation aujourd'hui apporte cette sécurisation-là. Le numérique comme outil d'égalisation des opportunités. Nulle part ailleurs, cet enjeu n'est plus fort que dans le domaine du savoir. Je suis un passionné de langue et donc actuellement je suis en train d'étudier l'allemand et là, actuellement je suis en train de faire des recherches par rapport aux conjonctions des verbes allemandes. Mais pour que le citoyen obtienne son service en un clic, la magie doit opérer dans l'invisible. Derrière chaque démarche, un système complexe et robuste assure la rapidité et l'interconnexion. C'est la colonne vertébrale numérique du pays, l'interopérabilité. Aujourd'hui, on voulait rapprocher les citoyens béninois de l'administration publique. Donc la première chose qu'on a faite, c'est justement de travailler sur ce qu'on appelait, en langage un peu technique, l'interopérabilité des systèmes. Donc chaque structure de l'État a ses systèmes d'information, sa base de données, et nous, derrière, on a mis en place un portail national des services publics, un seul point d'entrée pour tous les services de l'administration, et donc ça va permettre à n'importe quel citoyen béninois qui a besoin de faire une démarche, de savoir exactement où il doit se rendre, quelles sont les informations qu'il doit fournir. Il fait sa demande en ligne et si on a besoin d'une information spécifique de n'importe quelle administration, on sait aller chercher la bonne information via l'interopérabilité. Donc lui, il ne voit pas tout ce qui se passe derrière, il fait juste sa demande en ligne et il reçoit son service automatiquement en ligne au bout de 72 heures par exemple pour le casier judiciaire ou même au bout de 1 minute de manière instantanée pour le registre de commerce et de crédit immobilier ou pour le paiement des factures SBE ou Soleil. Avant, c'était la galère pour payer mes factures d'électricité.
je devais laisser ma boutique pour aller faire la queue à l'agence SBE sous le soleil et sous la pluie pour quelque chose d'une minute. Ma cliente qui est pressée parce que son chauffeur n'arrive pas, elle a besoin de vite partir et donc on va lui commander un Gozem. On appelle ça le développement. Je crois qu'on est sur la voie du développement et c'est honorable pour le Bénin. Je me rappelle à un moment donné, moi j'avais mon caissier qui allait faire des heures à la Sonep par exemple pour régler les problèmes d'eau. Quand on avait des factures, nous on travaille beaucoup avec l'eau dans les salons de coiffure. Donc si je peux tout faire dans mon téléphone, c'est formidable. C'est forcément une progression dans la vie de toute entreprise. Si on prend l'exemple d'un e-service assez populaire qui est le contrôle technique, on voit un service en ligne très simple. Les personnes remplissent les différentes informations, mettent le numéro de matricule d'immatriculation de leur voiture et ont un montant à payer, payent en une fois et pour eux c'est terminé. Mais derrière ce qui se passe, c'est qu'il y a un service du CNSR qui est disponible. Ensuite, suite à cette information, on a des vérifications qui sont faites au niveau de la Direction générale des impôts pour la TVM. On a des vérifications qui sont faites au niveau du Trésor. On a énormément en fait, de systèmes qui sont interopérés, qui permettent une vérification globale de tout ce que doit cette voiture, donc avec cette immatriculation. Et c'est une fois tout ceci agrégé qu'on a enfin le montant à payer. Et une fois que ce montant est payé, il y a également des répartitions qui sont faites au niveau de l'État. Et donc tout ça doit se mettre en place. Donc c'est assez complexe. Une transformation radicale, construite avec méthode qui dépasse nos frontières. Ce qui était hier une ambition nationale devient aujourd'hui une référence continentale. Quand nous sortons du Bénin, on est souvent très fiers d'être béninois. Parce que la dématérialisation, ce n'est pas seulement dans le secteur de l'administration fiscale. Mais le rythme de l'administration fiscale aujourd'hui fait que plusieurs administrations sœurs veulent venir au Bénin pour constater ce qui se passe. Pour ce que je sais, aujourd'hui en Afrique, le Bénin est le numéro 2 en termes de dématérialisation, après l'Afrique du Sud. Et particulièrement concernant le sujet sur les états financiers, les déclarations fiscales, donc tout ce qu'on peut faire sur la plateforme de la DGI, notre expérience est devenue un modèle qui s'exporte. C'est ainsi que ça s'est exporté en Côte d'Ivoire, au Sénégal et plus récemment au Togo. Et il y a 2 ans, au congrès de l'Ordre des experts comptables de France, le DGI du Bénin, M. Nicolas Yanoussi, et un confrère, membre de l'Ordre des experts comptables du Bénin, M. Herbert Kouedjessi, ont été invités à présenter le modèle béninois devant un parterre de 6000 congressistes venus de plus de 60 pays. Donc c'est un modèle non seulement qui nous fait bien vivre au Bénin, mais également qui a commencé à bien faire vivre d'autres pays qui s'en inspirent. Le chemin parcouru est immense, mais l'horizon s'élargit encore. La vision 2026 est claire. 150 nouveaux services en ligne, 50 salles numériques au total sur le territoire et 100% des universités connectées. La digitalisation béninoise n'est pas qu'une histoire de technologie, c'est une histoire humaine. C'est l'étudiant de Nati Tengu qui accède au savoir mondial, la commerçante de Ouida qui développe son affaire en ligne. C'est le visage d'un Bénin qui avance, ensemble, sans laisser personne au bord du chemin. L'administration au bout des doigts, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité qui pulse au rythme du Bénin nouveau. Une réalité qui construit jour après jour un pays plus connecté, plus efficace et fondamentalement plus libre.